maturation des lymphocytes se fait donc par ici. Et donc, en fait, ici, dans le lymphocyte, si vous bloquez la différenciation, et si en plus il y a des anomalies de la multiplication, vous allez avoir des leucémies aiguës. Ici, si le cancer survient au niveau des ganglions, vous allez avoir des lymphomes. Ça, je vous dis ça pour votre culture générale, et puis après, ça va évidemment pas tomber à l'examen. Ici, si vous avez des anomalies de la différenciation médulaire B et M, si vous avez juste un blocage de différenciation, vous avez des sortes de préleucémies qu'on appelle des myélodysplasies. Si vous avez que des anomalies de la multiplication cellulaire, vous avez ce qu'on appelle des syndromes myéloprolifératifs, c'est-à-dire, en fait, c'est des leucémies, mais chroniques. Mais si vous avez anomalie de la multiplication cellulaire plus anomalie de la différenciation, là, les choses se gâtent vraiment. Vous avez là des leucémies aiguës. Et la différence entre les leucémies aiguës et les autres, c'est que l'évolution est très rapide. Parce que là, vraiment, une leucémie aiguë, ça veut dire que la cellule, elle est très jeune et elle se multiplie énormément. Et en fait, paradoxalement, vous avez beaucoup de lymphocytes. Si on prend les leucémies aiguës lymphoblastiques, vous avez beaucoup de lymphocytes dans le sang, mais comme c'est un lymphocyte, c'est un clone, il est capable de reconnaître un seul antigène. Il va tout envahir, donc toutes les autres agressions, vous n'allez pas être capable de les contrer, donc vous allez être infecté souvent. Ensuite, il va bloquer les autres lignées, donc vous allez être anémique. Les autres lignées, les plaquettes, donc vous allez saigner. Donc les signes d'une leucémie, c'est infection, c'est hémorragie, c'est hémorragie aussi, anémie et hémorragie, parce qu'il n'y a pas de plaquettes. Bon. Comment on a fait pour étudier les hémopathies malignes, la génétique, pour en revenir donc à la cytogénétique? C'est que très tôt, on a vu en fait très très tôt qu'il y avait des anomalies chromosomiques spécifiques dans des leucémies. En effet, en 1960, et en fait, vous voyez, vous vous rappelez, je vous avais dit que en 56, on a pu décrire le nombre de chromosomes. Et donc, une fois qu'on a pu décrire le nombre de chromosomes, on a été regarder tout. Alors, on a vu le constitutionnel de la trisomie 21, mais il y a des chercheurs qui ont regardé dans les leucémies myéloïdes chroniques, qu'est-ce qui se passait? Et dans les leucémies myéloïdes chroniques, ils ont découvert, en fait, dans toutes les leucémies myéloïdes chroniques, un petit chromosome ici. Et comme ça a été découvert à Philadelphie, ils l'ont appelé le chromosome Philadelphia. Le chromosome Philadelphie. Petit chromosome qui était pas tout à qui était qui est pas normal. Donc ils se sont dit déjà à ce moment-là, ils se sont dit oh là là, mais il est possible effectivement que les cancers soient liés à un problème génétique. Mais il n'y a que cette leucémie pour laquelle ils découvraient des choses. Dans la plupart du temps, il y avait plein d'anomalies chromosomiques. Et donc ils se sont dit non, en fait, c'est le cancer qui donne l'anomalie chromosomique, c'est pas l'anomalie chromosomique qui donne le cancer. Donc tout allait bien, on cherchait toujours la bactérie et puis le médicament contre les cancers. Et donc, en 1960, ils ont découvert le chromosome Philadelphie. Tout le monde cite tout le temps Noel et Engelfort, parce que c'est eux, donc c'est dans Science, ils ont publié 160. Donc c'était important, il faut bien comprendre. Première anomalie génétique découverte dans un cancer humain. Donc extrêmement important. Et puis de 60 à 70, on a vu plein d'anomalies, mais rien de récurrent. Donc on s'est dit, ben voilà, les cancers induisent des anomalies chromosomiques. C'est tout. Et puis en 68, il y a un chercheur qui s'appelle Casperson qui a été capable de mettre en évidence les bandes chromosomiques que je vous ai montrées, bande G, bande R, etc. Et là, vous l'avez vu, avec les bandes, on était capable de mieux étudier les chromosomes, mieux les voir. Et en 1971, avec les techniques de bande, on s'est aperçu en fait que dans certaines leucémies, il y avait précisément des anomalies chromosomiques, mais qui étaient récurrentes. Vraiment, j'insiste là-dessus.
Vraiment, j'insiste là-dessus pour deux raisons. Tout d'abord, pour vous faire comprendre que je vous ai dit que c'est chiant de regarder un chromosome et les cariotypes. Vraiment. Franchement, et à l'époque surtout, c'était des photos. Les gens avaient des photos, ils regardaient les photos, ils passaient un temps fou à regarder des photos. Donc il a fallu des personnes ayant les capacités et la vertu, beaucoup de patience, un esprit d'observation aigu, et vraiment la patience de regarder les chromosomes, au moins une vingtaine de planches de chromosomes par leucémie, et regarder ça, et donc de passer du temps et du temps à regarder ce genre de choses. Et ce sont ces gens-là qui, en 10 ans, de 60 à 80, donc Roland Berger était parmi ces gens-là, il y en avait 3 au monde, il y avait Janet Rowley, Mittelman, Félix Mittelman, Janet Rowley à Chicago, Roland Berger à Paris et Félix Mittelman à Copenhague, qui ont beaucoup, beaucoup apporté à cela et qui ont formé donc toute une série d'élèves qui ont continué après leur travail. Et donc, de 71 à 90, on a pu décrire des anomalies récurrentes spécifiques des hémopathies malignes. Alors, en voici une. Celle qu'on pensait être donc, le chromosome Philadelphie, avec les bandes, on a pu voir en fait qu'il y avait un chromosome 9 qui était augmenté en taille, et un chromosome 22 qui était diminué. En fait, ce fameux chromosome Philadelphie, c'était un dérivé d'une translocation 9-22. Donc, la question était la suivante. Les études des anomalies chromosomiques dans les hémopathies malignes montraient que certaines d'entre elles, en particulier, en l'occurrence les translocations, étaient acquises, puisqu'elles n'existaient pas dans les cellules non cancéreuses chez l'individu, qu'elles étaient clonales, c'est-à-dire qu'elles existaient dans toutes les cellules cancéreuses, qu'elles étaient récurrentes, c'est-à-dire que la même anomalie était retrouvée dans les cellules cancéreuses de malades non apparentés. Et là, je vous demande de bien faire attention à ça. On ne trouve en général pas cela dans les maladies chromosomiques constitutionnelles, sauf les désordres génomiques liés aux duplications segmentaires, par exemple. Mais là, c'est des translocations qui sont spécifiques, récurrentes, d'accord? Donc spécifiques de certains types d'hémopathie maligne, en rapport avec le pronostic de l'hémopathie maligne. Alors, on en a trouvé beaucoup, hein? Voilà, par exemple, une liste. Je la continue. Mais en plus, on a vu que selon le type d'hémopathie maligne, eh bien, le pronostic était différent. Et on a pu adapter des thérapeutiques en fonction des anomalies chromosomiques. Par exemple, ici, une leucémie aiguë lymphoblastique B de l'enfant avec une translocation 12-21 et de bons pronostics. Parce que vous voyez, au bout de 10 ans, il y a 80% d'enfants qui sont toujours vivants. Une leucémie aiguë lymphoblastique avec une hyperdiploïdie à plus de 50 chromosomes et de bons pronostics, pareil. Les autres, c'est quand même, au bout de 10 ans, 40%. Mais une leucémie aiguë lymphoblastique avec une 9-22, qui est la même anomalie que l'on rencontre dans les leucémies myéloïdes chroniques, donc quelque chose de chronique, mais là, c'est dans une leucémie aiguë avec une 9-22, regardez ça. Au bout de 2 ans et demi, il reste 15% des enfants. Et un peu plus tard, 5%. Alors, vous voyez, ça aide au diagnostic, au pronostic et à la thérapeutique. Et à ce stade-là, je vous pose la question, qu'est-ce que vous déduisez? Parce que c'est devant ça que là, le génie de certaines personnes
s'est révélé. Alors, qui est le génie ou qui est la génie, enfin bref, parmi vous? Vous déduisez quoi là? Autre hypothèse? Ça c'est vrai, mais d'un point de vue des causes, tu brûles un peu, mais c'est pas encore ça. Ça veut pas dire que t'es pas un génie, hein? Non, mais c'est vraiment important ça. Et ça, retenez ça pour quelles que soient les choses. Lorsqu'il y a récurrence, ça veut dire qu'il y a un système. Parce que c'est un système qui donne la récurrence. Quelles que soient les choses, hein, quelles que soient les disciplines où on se trouve, en histoire, en sociologie, ce que vous voulez. Lorsqu'il y a récurrence, ça veut dire qu'il y a un système. Il y a quelque chose qui fait que. Et là, la récurrence, c'est quoi? La récurrence, c'est qu'une anomalie de structure est liée à un type précis. Donc l'hypothèse que Berger a formulée, le premier qui a formulé ça, c'est qu'au point de cassure des translocations existaient des gènes où les translocations au point de cassure, il y avait des remaniements de gènes qui étaient impliqués dans la différenciation ou la multiplication, ou en tout cas le remaniement de ces gènes était lié directement au cancer. Et donc, qu'il suffisait en fait d'aller cloner ces gènes pour découvrir les gènes des cancers dans les hémopathies malignes. Tout simplement. Année 1980, papier qui est sorti dans une revue pas du tout anglo-saxonne qui s'appelait Compte rendu de l'Académie des sciences de Paris. Voilà. Et comme il a travaillé sur le lymphome de Burkitt, où en fait le lymphome de Burkitt cassait, un point de cassure passait par les immunoglobulines, c'était une 8-14. Il en a déduit que sur le 8, que l'immunoglobuline, puisque les immunoglobulines, lorsque c'est codé, donc c'est très actif, c'est codé de façon importante dans des lymphocytes B, donc ça veut dire qu'il y a un mécanisme qui fait que l'expression et donc la traduction, la transcription et la traduction des lymphocytes des immunoglobulines est très importante. Donc ce qu'ils ont déduit, c'est que probablement un gène dans la translocation venait à côté des énonceurs des immunoglobulines et que c'était un oncogène et il était surexprimé. Et cette hypothèse, donc, voilà. Donc voilà, en fait, on a démontré après, dans les années 82, en séquençant les points de cassure, qu'en fait certaines anomalies chromosomiques de structure recombinaient des gènes localisés au niveau des points de cassure. Que en fait ces points de cassure étaient localisés dans des introns et qu'en fait la phase ouverte de lecture des deux gènes n'était pas altérée. Ça donnait en fait un gène de fusion qui donnait une protéine mosaïque chimérique. C'est important, c'est-à-dire c'est une protéine qui avait les domaines actifs codés par le premier gène et les domaines actifs codés par le deuxième gène. Ce n'était pas de nouveaux domaines protéiques. C'est important, pourquoi? Parce que ça veut dire que la fonction, c'est une fonction physiologique qui allait être perturbée. Parce que si ça changeait les domaines, ben, ça n'aurait pas agi particulièrement sur une fonction protéine dans la différenciation
et la multiplication des cellules.